va attaquer avec l'axe 1, approche didactique des EDSAP comme des espaces conscients, et on va commencer par la thématique 1. Et donc nous aurons pour cette thématique 1 3 interventions, et ça sera animé par Damien. Ah oui, et je voulais juste aussi, pardon, une petite info. On a nos collègues de l'école de la Réunion, de l'ENSA La Réunion, qui sont en visio, notamment Sébastien Clément. Voilà, comme ils sont pas venus, hein, voilà, ça se comprend, mais ils sont avec nous quand même. Et je pense qu'il y a un petit décalage horaire quand même. Ah, c'est tout ? Oh, c'est rien alors. Voyez-vous le... Donc bonjour, je vais vous présenter donc la première intervention qui est l'opération vivante de l'ENSA Lyon. Donc ce témoignage s'inscrit dans le cadre d'un stage de recherche du laboratoire EVS-LOR à l'ENSA Lyon. Il s'oriente sur la régénération et l'appropriation des espaces extérieurs de votre campus, donc lieu de vie partagé avec une école d'ingénieurs. Donc nous avons aujourd'hui Sarah Berouineb qui est étudiante à l'école et merci. Estelle Morlet, architecte ingénieur et maître de conférence à l'ENSAL. Donc je vous laisse la parole. Alors, merci pour la présentation. Je vais peut-être un petit peu répéter sur les premières slides parce qu'on avait prévu la même chose. Mais bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être ici pour vous présenter notre projet qui s'appelle Réhabiliter le campus avec le vivant, un projet pour l'école d'architecture de Lyon et le campus de Vaux-en-Velin. Donc moi, c'est Sarah Berouineb. Je suis étudiante en master à l'école et stagiaire. J'ai fait ce projet avec Loana Vibert, qui est également étudiante et qui était stagiaire avec moi. Et on était encadrés par 3 enseignants-chercheurs, donc Estelle Morlet qui est là ici, et puis Sandra Fiori et Bertrand Rétif. Merci. Si ça fonctionne. Donc voilà, comme ça a été rappelé, j'ai été stagiaire au laboratoire de recherche EVS-LOR, donc LOR pour Lyon, Architecture, Urbanisme et Recherche, et en partenariat avec la Fondation Evmar, qui a permis de financer la plupart des projets qu'on a réalisés dans le cadre de ce stage. Ce stage, il s'est organisé autour de 4 objectifs. Déjà, questionner la place du vivant sur le campus, qui nous paraissait l'objectif le plus important, et aussi questionner la question de la régénération de notre campus, et permettre la réappropriation du campus par les habitants, et aussi créer des espaces propices à l'expérimentation et à l'apprentissage dans un contexte pédagogique. Alors pour vous relocaliser, donc notre campus il est relativement petit, c'est un petit campus de 8 hectares qui est situé à Vaux-en-Velin. L'école d'architecture elle y est installée depuis 1987-8, à côté d'une autre école, donc l'ENTPE, l'École nationale des travaux publics de l'État, qui est une école d'ingénieurs, qui elle est arrivée avant, donc en 75. Et donc on est en banlieue lyonnaise à cet endroit-là. À l'origine c'est une ZUP, une zone d'urbanisation prioritaire, et donc pour le ministère c'est avant tout une opportunité foncière, même si par ailleurs il y a cette idée de politique de la ville de renouvellement urbain, et que installer un campus en banlieue, on va pouvoir créer des liens. Dans la réalité et dans le temps, on se rend compte assez vite que le campus se referme. Il y a des séries d'émeutes et finalement on se met à se refermer sur nous-mêmes. D'un point de vue architectural, on est sur un bâtiment qui est très réputé, et ça, dès sa construction. Il a été conçu, réalisé par Françoise-Hélène Jourda et Gilles Pérodin. C'était relativement les débuts de l'agence à l'époque, à ce moment-là, et il est primé par mention spéciale du jury de l'Équerre d'Argent, qui est présidé à cette époque-là par Foster, qu'on voit en visite à l'école la même année. Et ce bâtiment, donc c'est un grand socle béton, très long, et qui est surmonté d'une charpente bois avec une grande façade vitrée. Ça lui vaut d'être qualifié souvent d'architecture manifeste, et également d'être labellisé en 2023 architecture contemporaine remarquable. Alors quand on fait la synthèse du bâtiment dans son campus, en fait ce qu'on observe c'est que on est pris entre des logiques qui se tiraillent. Alors à l'ouest on observe la logique fonctionnelle qui fait que dès les années 90 on a des excroissances pour équiper le campus de gardiennage, et puis à l'est là on est plutôt pris par des logiques un peu géométriques et fonctionnelles par rapport au projet d'origine, où on voit se déployer l'amphithéâtre de verdure, je mets des petits guillemets, qui a une
une forme demi-circulaire qui est composée de terrasses, donc qui est en légère pente et qui est ceinturée par un alignement de platanes. Alors cet espace, à l'origine, il devait être couvert par des toiles d'ombrage, puis finalement, elles n'ont jamais été installées, certainement à cause des sujets de prise au vent, de trop grandes prises au vent. Et finalement, on a 1000 mètres carrés à cet endroit-là et qui sont relativement sous-utilisés, parce que très ensoleillé, donc pour les humains, à part au printemps où c'est agréable, on n'y va pas trop quand il fait trop chaud. Et au niveau de la biodiversité, c'est l'herbe rase qu'on tond tout le temps, et donc il ne se passe pas grand-chose non plus. Alors, du coup, ce campus-là, on va dire que le projet qu'on vous présente aujourd'hui, il s'inscrit dans une sorte de suite qui a été initiée chez nous par le mouvement ENSA en lutte, et qui a fait reparaître sur la table et un peu au cœur des débats le sujet de la qualité de vie étudiante, et aussi en lien avec les sujets des enjeux écologiques. Et donc, suite à ça, on a plusieurs enseignements à l'école qui vont s'intéresser, qui vont prendre pour objet le campus et l'école en tant que tel. Le premier, ça a été un séminaire du domaine d'études HALT, et où les étudiants ont écrit des textes et mené des enquêtes, notamment avec le responsable logistique de l'école, et ils sont intéressés à tout ce qu'on regarde pas normalement. Comment il vit, comment on l'entretient, comment on rajoute des prises électriques dans le grand amphithéâtre, dans tous les ateliers où il n'y en avait pas, etc. Il y a eu ensuite d'autres enseignements de licence où on a fait des inventaires de la biodiversité, où on a relevé des ambiances, où on a imaginé des scénarios d'isolation par bottes de paille, etc. Et on arrive du coup sur le projet qu'on vous présente aujourd'hui, où là, en fait, il naît d'une opportunité qui est la clôture de la fondation Evmar, qui, donc au printemps 2024, c'est assez récent, et qui décernait, plutôt finançait des projets étudiants qui mêlaient architecture, paysage et humanisme. C'était les 3 grands thèmes de la fondation. Et donc ces financements, ils sont ajoutés à d'autres financements que de la CVEC, que vous devez peut-être connaître pour certains, donc sur la vie étudiante, et qui ont notamment permis, en tout cas cette année, d'acheter du bois de robinier pour équiper les bancs en béton de tables de pique-nique. C'est les premières années ingénieurs architectes qui ont fait ça ce printemps. Alors, pendant ce stage, qui était un stage de recherche, on s'est vite rendu compte qu'on avait besoin de mettre en place une action tremplin, quelque chose qui pourrait permettre déjà de mener une première action sur le campus et de voir comment ça fonctionne, comment on organise tout ça. Donc, on a décidé de jardiner dans l'amphithéâtre de verdure, parce que c'est un peu un espace phare de notre campus, tout le monde le connaît, tout le monde le traverse. Donc, c'était intéressant de travailler dedans, et en voulant mettre en place ce projet sous forme de chantier participatif, on s'est rendu compte de l'importance de la communication, autant avant le projet qu'après. Donc c'est passé par toute une période de communication, par des affiches, par des flyers sous forme de marque-pages qui ont du coup assez bien marché au sein de l'école. Et donc après le chantier, on a repris ce format qui avait bien fonctionné pour instaurer ce qu'on a appelé la revue des lianes, qui est une revue qu'on voulait mensuelle, mais qu'on a peut-être un peu de mal à tenir pour l'instant, mais qui en tout cas reprend des thématiques autour du vivant, de l'agriculture, de tout ce qu'on peut retrouver dans notre jardin, de la biodiversité qu'on peut avoir sur le campus. Et puis aussi l'occasion de faire un petit peu des updates aux gens sur comment se portent nos plantes, comment elles poussent, et voilà, continuer à suivre en fait le projet, même si maintenant il s'agit juste de les contempler. Et puis il y a eu du coup la mise en place de ce fameux chantier participatif qui a eu lieu le 16 novembre 2024. Donc avec quelques volontaires de l'école, on a planté dans l'amphithéâtre de verdure 38 grimpantes de 16 espèces différentes. Notre amphithéâtre, en fait, ce qui est particulier dedans, c'est qu'on a des câbles qui le traversent, qui est assez fort dans l'esthétique de l'école, et qu'on trouvait intéressant de pouvoir orner avec des plantes grimpantes et de suivre leur évolution au fil de l'année et des saisons. Donc sur ce chantier, ça s'est déroulé sur toute la journée. On avait différentes activités qui allaient de creuser des trous à planter du semis d'engrais vert sur le reste de la pelouse. Donc chacun venait quand il avait l'occasion et envie d'être là. Au-delà du chantier participatif, notre stage s'est aussi marqué par plusieurs rencontres intéressantes, notamment avec Mon Beau Paysage, qui est l'entreprise d'espace vert de l'école, qui jusqu'ici avait une mission assez simple. Voilà, je tonds la pelouse à intervalles réguliers, on élague un peu les arbres, on ramasse les feuilles. Donc nous, on les a rencontrés pour organiser une gestion différenciée des espaces qui permettrait vraiment aux vivants de s'épanouir sur notre campus, et puis aussi intégrer toutes nos nouvelles plantations dans leur schéma de tonte pour que justement rien ne soit abîmé et puis que ça soit pris en compte dans leur entretien et qu'ils puissent par exemple, quand il n'y a personne à l'école pendant les vacances, s'en occuper en attendant. Ensuite, ce qui est très important dans notre démarche, c'est aussi la question de l'observation. Donc évidemment, on a l'observation des plantes, on va régulièrement regarder comment elles se portent et si elles poussent convenablement, parce que la démarche d'avoir 16 espèces différentes, c'est aussi d'installer une espèce d'observatoire, de savoir comment se portent les plantes sur notre campus, lesquelles poussent le mieux, lesquelles sont le plus adaptées à notre climat, à notre orientation.
Et puis l'observation, c'est aussi passé par les retours qu'on a pu avoir, c'est-à-dire qu'après ce chantier, on a diffusé dans l'école un sondage qui portait à la fois globalement sur la question du vivant et de l'écologie dans le campus, donc les retours des gens sur est-ce qu'ils ont l'impression qu'on en parle assez, est-ce qu'ils aimeraient qu'on en parle plus, mais aussi sur cette opération, comment ça s'est passé, s'il y a des gens qui sont venus, est-ce que ça leur a plu, s'ils sont pas venus, pourquoi, et comment on peut faire en sorte qu'il y ait plus de monde au prochain chantier participatif. Et puis il était aussi question de recueillir tout simplement les envies, les besoins des gens qui traversent le campus tous les jours, et de savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensuite. Et donc après avoir recueilli toutes ces envies de projet, on a constitué ce qu'on a appelé une base de données qui permettrait de continuer les actions, parce que le stage est terminé, mais qu'il y a quand même une envie que ça se poursuive. Dans cette base de données, on rassemble donc les projets qui ont été suggérés par les habitants du campus, des volontés personnelles de nous au sein du stage, qu'est-ce qu'on aimerait voir se mettre en place sur le campus, et puis aussi un inventaire de ce qui a déjà été fait pour savoir vers quelle direction on avance en tout cas. Et puis cette base de données, elle concorde avec un plan que j'appellerais un plan un peu modulable, où en fait on a pu placer des petites vignettes qui représentent ces projets. Ça permet deux choses. Premièrement, ça permet d'identifier quels endroits de notre campus sont vraiment des points d'intérêt, parce que on voit rapidement que dans l'amphithéâtre de verdure, on a beaucoup de gens qui ont envie de voir des choses se faire. On a un grand parking au milieu du campus, beaucoup de gens veulent le voir se transformer. Et puis ça permet aussi, si d'autres projets, d'autres propositions auxquelles on est complètement ouvert se manifestent, et bien on pourra les placer sur le plan et continuer à mettre à jour, en tout cas, cette base de données des projets. Alors pour conclure, donc ces premières actions, elles ont vraiment été réalisées dans l'idée de réactiver un esprit de jardin dans notre école, Gilles Clément dit ces mots de territoire mental d'espérance. C'était vraiment cette idée aussi de travailler chez nous, de réinstaller un nouvel esprit, de retravailler avec le vivant. Notre amphithéâtre de verdure, il est appelé à continuer sa métamorphose en jardin d'Ève. C'est le nom qu'on lui a donné en mémoire de Ève Mar, donc qui était paysagiste et architecte diplômé de Lyon et de l'école de Versailles. Et donc ces actions, elles vont se poursuivre. Il y a un appel à projet qui va être lancé là dans les semaines à venir, toujours dans le cadre du laboratoire et toujours financé par les fonds Ève Mar. Et toutes ces actions donc, qui vont se poursuivre avec ces financements, en fait, elles vont rencontrer d'autres dynamiques qui sont en cours et qui arrivent vite, donc de projets de transformation du campus. Alors d'une part, on a la construction d'un nouvel équipement qui a démarré à quelques mètres de l'école et qui va être mutualisé avec la ville de Vaux-en-Velin, où il y aura des salles de cours, des amphithéâtres. Donc là, on se mélange avec la ville et on sort de notre enceinte avec ce projet-là. Et un projet qui démarre là, qui a démarré cette année, de rénovation énergétique du bâtiment de l'école. Donc les lauréats, c'est l'agence Perrodin à nouveau, donc on va retrouver dans le retour sur son projet et avec nous aussi. En tout cas, on va essayer de mélanger le top-down et le bottom-up dans les différents projets et de pouvoir aussi, on va par exemple monter un comité d'usagers notamment. Et c'est l'idée de pouvoir en fait faire revivre, faire évoluer en fait non seulement le bâtiment mais aussi du coup ses abords. Voilà. On vous remercie pour votre attention. Alors pour la deuxième présentation, j'accueille Rosalia Ho-Ching-Lung. Donc vous êtes architecte et enseignante, professeure invitée à l'ENSA Normandie en 2024. Vous dirigez l'atelier participation planétaire autour du design en lien avec le vivant et vous enseignez aussi à HKU Space à Hong Kong. Et donc vous allez aujourd'hui nous parler de l'enseignement de projet que vous menez au S6 de l'ENSA Normandie. Je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Et je suis très heureuse d'être invitée dans cette rencontre. Et en fait, l'année dernière, j'étais professeure invitée dans l'ENSA Normandie. Et normalement, j'enseigne à Hong Kong. Et donc, cette fois, je reviens en France pour présenter cet atelier expérimental. C'est un atelier en anglais.
Et j'ai enseigné en anglais aussi. Donc, après, il y a des diapos qui est en anglais. Donc, il y a un mélange entre français et anglais. Donc, le titre de cet atelier, c'est Participation planétaire de l'humain-centrique à humain-planétaire. En fait, c'est planetary participation from human-centric to planetary-centric. Voilà. Donc, en fait, cet atelier, c'est une question, c'est comment l'architecture pourrait-elle répondre non seulement aux besoins aux besoins humains, mais aussi à ceux des vivants. Parce qu'en fait, l'architecture, on pense tout le monde comment nous, les humains, utilisent l'architecture, mais on pense très peu à comment on peut être plus inclusif, non seulement pour les humains, mais pour tous les vivants. Et cet atelier, en fait, c'est une continuation de recherche que j'ai commencé à Hong Kong. C'est pour regarder comment l'architecture maintenant, les vivants, comment ils adaptent au milieu urbain et aussi l'architecture. Donc, en fait, ça, c'est une photo de façade dans un gratte-ciel, mais les oiseaux, ils adaptent quand même entre les fissures de carpinage de façade. Donc, cet atelier, on explore la relation souvent négligée entre les humains et les autres espèces dans le paysage urbain et on met en question l'approche conventionnelle anthropocentrique et recherche à une voie plus durable pour mettre ensemble les humains et l'environnement. Donc, l'objectif premier, c'est pour observer et réfléchir à la manière dont la nature s'adapte en architecture. Et le deuxième point, c'est recherche et réimaginer de nouvelles idées, comment on peut concevoir les durables et aussi penser plus aux besoins humains et les non-humains. Et aussi pour établir une collaboration et une compréhension mutuelle entre l'homme et la nature. Et se concentrer sur le paysage urbain où la biodiversité a son plein potentiel mais négligé. Et aussi penser à l'école d'architecture comme un terrain d'essai. Dans cet atelier, je le fais en 3 phases et aussi 3 échelles. La première, c'est la phase d'observation et dessinée. On regarde les éléments architecturaux dans une petite échelle, par exemple la toiture d'une maison, la façade d'un bâtiment et comment les espaces vivants ils s'adaptent dans l'architecture contemporaine et dans la ville. Et la deuxième phase, c'est une échelle de prototype. Comment on peut réimaginer les prototypes de conception pour cohabiter les hommes et les êtres vivants aussi. Et la troisième phase, c'est l'échelle du projet architecture et comment imaginer une architecture qui est plus inclusive. Voilà. Et donc, la première phase, observation, donc j'ai mené les étudiants pour regarder dans la ville, à Rouen, pour faire les documentations sur l'architecture, comment les animaux, les oiseaux, les insectes et aussi la flore et la faune sauvage s'adaptent aux architectures normales dans la ville. Et les étudiants ils vont regarder les différents architecturaux éléments et pour dessiner et aussi prendre des photos, des vidéos pour regarder comment les vivants ils s'adaptent.
Donc ça, c'est des exemples. Par exemple, les gouttières, en fait, les oiseaux, il est dedans. Et cela, c'est un mural qui est spider qui s'adapte araignée, voilà, ce qui s'adapte dans le mur. Et en fait, c'est pour comprendre comment la nature s'adapte déjà aux éléments architecturaux et pour repenser comment on peut garder cette relation, mais aussi améliorer pour être plus inclusif. Voilà, ça c'est par exemple un gouttier qui est adapté par une plante sauvage. Et donc les étudiants ont parcouru dans la ville et prennent des photos et font des recherches et redessiner en tant que documentation pour comprendre comment la nature s'adapte. Et la deuxième phase, c'est intervenir sur le campus de l'école. Parce qu'en Normandie, on a un grand parc. Et le premier, c'est j'ai essayé d'inviter les groupes, les associations environnementales, des écologistes. Donc, j'ai invité le groupe mammalogique normande et aussi la Ligue de protection des oiseaux pour venir à l'école et pour regarder en fait combien d'espèces vivantes déjà s'adaptent à l'école, habitent à l'école et comment on peut repenser pour dessiner l'école pour accueillir ce type des êtres vivants aussi. Donc, il y a un atelier avec GMO. Donc, on a compté combien d'espèces des oiseaux déjà qui peut être dans ENSA Normandie. Et la deuxième phase, c'est pour regarder des équipements à l'école existants, comment on peut redessiner pour plus adapter aux d'autres êtres vivants. Donc, par exemple, ici, c'est les installations des meubles qui est dessinés et fabriqués par les étudiants en Normandie le semestre d'avant. Mais normalement, les projets en architecture, l'école d'architecture, on pense souvent comment les humains peuvent utiliser des meubles, des installations, mais on pense très peu comment les êtres vivants aussi adaptés. Donc, cette phase de projet, c'est pour améliorer ce type des installations pour accueillir les êtres vivants aussi. Donc, la première phase, c'est je demandais aux étudiants de faire des analyses du site. Il y a pas mal, il y a 7 meubles comme ça dans le parc de l'école. Et donc, on fait un projet d'analyse, prototype et fabrication pour réimaginer comment on peut améliorer ce type des installations existantes. Donc, la première phase, c'est l'analyse de site pour analyse de biodiversité et aussi le climatique, environnemental, pour comprendre comment on peut dessiner cette installation bois pour accueillir d'autres êtres vivants. Par exemple, les hérissons, les oiseaux. Donc, ce projet d'étudiants est réimaginé comment on peut ajouter dans les installations existantes. Ça, c'est plutôt comme un hôtel, un set, mais aussi pour servir comme accueil pour les hérissons dans la nuit. Parce qu'on comprend les animaux, les insectes, ils viennent plutôt dans la nuit. Et nous, on est à l'école, mais on est plutôt dans la journée. Donc, peut-être on peut partager cet espace par rapport aux horaires différents et aussi les espaces
les hauteurs différentes. Par exemple, et donc, ça, c'est le prototype en échelle 1. Les étudiants, ils fabriquent et prennent du temps pour regarder comment ça marche. Et un deuxième projet, c'est plutôt pour étudier comment on peut récupérer de l'eau, la pluie, pour les insectes et pour les oiseaux aussi. Et donc, et ça, c'est le prototype. Et pour ralentir de l'eau qui découle et pour créer des points d'eau pour les insectes. Voilà. Et donc, ça, c'est les photos de refus. Et dans la troisième phase, c'est le projet. Donc, après, les étudiants font ce type de prototype. Par exemple, ça, c'est le plan d'eau pour les abeilles. Et comment on peut imaginer en échelle architecturale. Donc, encore, on fait l'analyse de l'école pour comprendre comment on peut agrandir cette échelle en tant que l'échelle bâtiment. Ici, c'est plutôt un brisolet, mais pas seulement pour les humains, mais aussi pour les oiseaux et les insectes. Et pour montrer les êtres vivants plus visibles dans l'école d'architecture. Donc, ça, c'est les phases de projet pour les étudiants et comment on peut réimaginer le toit de l'école, non seulement comme un abri pour les humains, mais aussi un point d'eau, un espace pour les oiseaux, pour les insectes. Voilà. Et donc, à la fin, le résultat, c'est les notes de 3 phases et aussi 3 échelles de projets pour être accueillis, cohabiter entre les humains et les non-humains. Et aussi, cet atelier, c'est plutôt un échange interdisciplinaire entre l'architecte, paysagiste et écologique. Voilà. Donc, merci. Pour la prochaine intervention et dernière, j'ai Catherine Santo, certainement dans la salle quelque part. Oui. Alors, il y a une petite coquille sur le diapo, mais une grosse coquille pour le nom, mais on va le redire. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Catherine Santo, paysagiste et docteur en architecture. Catherine, vous êtes maître de conférence dans le champ ville et territoire à l'ENSA Paris-La-Villette, enseignante à l'école aussi des paysages et de la transition écologique de Paris et chercheuse au sein de l'unité architecture, milieu et paysage. Et donc, vu qu'on a très peu de temps, je vous laisse directement la parole sans introduire votre sujet. Oui. Et je change avec ça, c'est ça. Bien, bonjour et merci d'avoir été, que ma présentation ait été acceptée pour cette présentation. Et en fait, j'ai découvert avec surprise, quand j'ai vu le programme, que le titre n'était pas celui que j'avais proposé. Alors, en même temps, comme on m'avait demandé de changer un peu, j'avais proposé de parler d'un laboratoire de paysage, je le mentionnerai un peu plus, mais rapidement. Donc, c'était un laboratoire de paysage qui se trouve dans une école d'agronomie où il y a du paysage, mais aussi de l'urbanisme. Et on m'a demandé de parler plutôt d'un autre laboratoire de paysage qui se trouve dans une école où il y a à la fois de l'architecture et du paysage. Donc je vais un peu vous parler des deux. J'ai un peu juste changé le titre pour ne pas parler que de ce premier laboratoire de paysage, mais j'ai découvert que mon titre avait été complètement changé. Voilà, donc je voudrais... Ah bon, non, mais c'est pas grave. Bon. Voilà, mais la raison, c'est qu'en effet, il y a eu un peu un changement de thème. Pas changement, mais un peu un décalage dans le thème. Donc, je vais vous parler des laboratoires de paysage, qui sont des expérimentations interdisciplinaires en pédagogie, recherche et participation. Oups, je me vois pas.
Voilà, donc le laboratoire qui est peut-être le premier à avoir eu ce nom, à être mis en place, c'était un laboratoire donc qui se trouve. Alors, est-ce qu'on voit la souris? Oui. Donc un laboratoire qui se trouve ici dans le sud de la Suède, dans un endroit qui s'appelle la Scanie. Donc c'est pas la Suède avec les grandes forêts à perte de vue, forêts pas à perte de vue qu'on imagine dans le nord de la Suède. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît, en tout cas dans le centre de l'Europe. Ce laboratoire qui a été créé dans les années 80 a ensuite fait un certain nombre d'enfants. Et l'autre dont je vais parler, c'est qui se trouve à Eskelund, qui est à côté d'une ville, Aarhus, au Danemark, et qui est un laboratoire qui a été développé donc sur le campus, non justement pas sur le campus, mais par une école d'architecture. Alors ces laboratoires de paysage, leur intérêt pour le premier créateur qui s'appelle Roland Gustafsson, c'était d'être un lieu interdisciplinaire de recherche. Alors le premier, l'idée c'était de faire la recherche en sylviculture. C'est un laboratoire qui est un ensemble de petites parcelles forestières plantées. Mais plus généralement, c'était des questions sur l'aménagement écologique de territoires à partir de la forêt, mais ça peut englober les haies, ça peut englober des territoires bien plus larges. C'était un aspect. Donc à la fois comment cultiver, à la fois comment penser l'écologie, mais aussi penser la qualité spatiale, donc ce que font les architectes et les paysagistes, réfléchir à la manière d'aménager ces espaces aussi du point de vue de la manière dont ils peuvent être appréciés par les personnes qui les visitent. Et le premier, je voudrais revenir juste. Donc le premier laboratoire, donc celui de Alnarp, a été créé donc c'est un contexte périurbain un peu particulier. C'est à côté de la ville de Malmö, dans un grand terrain qui est resté un terrain agricole parce que à l'origine l'université était une université d'agronomie, donc il y avait des terrains où les étudiants pouvaient s'exercer. Donc il y a une grande surface agricole, mais qui commence à être entourée de la poussée de la ville de Malmö. Mais l'idée, c'était donc de proposer ces expériences, pas seulement forcément dans un contexte périurbain. Il y a un autre exemple qui a été développé dans un contexte rural dont je ne parlerai pas. Et d'autres exemples où c'est une fabrique de la ville ensemble avec son environnement, où on imagine le développement d'une forêt avant d'installer la ville dans la forêt. Et ça, il y a un exemple en Suède, il y a un exemple également en Danemark. Je ne les mentionnerai pas, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler un peu plus. Alors, l'atelier de Eskelund a été développé par quelqu'un qui connaissait Alnarp. En fait, il y a énormément de liens entre donc Alnarp et tous les autres laboratoires de paysage. Il y a une vraie continuité intellectuelle, une continuité de questionnement. Et donc, l'enseignant de Aarhus qui a initié ce laboratoire de paysage est quelqu'un qui a passé du temps à Alnarp, qui a travaillé avec les autres enseignants chercheurs d'Alnarp. Et donc, il a réussi à mettre en place ce projet. C'était un projet de collaboration entre la ville de Aarhus et l'université sur un terrain qui est une ancienne décharge dont la ville ne savait pas trop quoi faire. Alors l'idée, c'était peut-être à terme de le développer, mais pour le moment, c'était une ancienne décharge. Et donc, il a proposé plutôt d'étudier cette décharge, d'étudier l'écologie de la décharge et puis de voir comment l'intégrer dans l'imaginaire de la ville, pas simplement comme une décharge, mais comme un lieu qui peut être un lieu de visite, de découverte, de plaisir pour les habitants de la ville. Et donc, c'est un processus vraiment à long terme. D'abord, c'était un peu comme ce qui a été présenté précédemment. D'abord, faire un relevé de ce qui existe. Ensuite, commencer à se l'approprier par des actions. Je vous en montrerai quelques exemples, mais c'est souvent des actions avec donc les étudiants de l'université, paysagistes et architectes, et en particulier au début beaucoup d'ateliers qui étaient dirigés par des artistes. Donc c'était des questions de faire une installation sur le site, mais à partir d'une fine observation du site lui-même.
Et aujourd'hui, c'est en train de se développer, d'être intégré dans un contexte plus large, parce que la ville a décidé de créer d'autres sites d'études le long de la vallée de l'Aarhus, la rivière qui arrive dans la ville, mais également dans le cadre d'un autre programme qui est inclus dans un programme général du Danemark de reforestation. Oui, j'ai l'impression que je parle trop lentement. Donc de reforestation de l'ensemble du pays, et entre autres de créer des anneaux de forêt autour de villes. Donc quelque chose qui avait commencé un peu comme à cause d'un exemple particulier, ce site qui était là et dont on ne savait que faire, est en train de s'intégrer dans une réflexion urbanistique plus large. Oups. Alors, à l'origine, toujours observer, dessiner, et à partir de ce moment-là, commencer à agir, mais aussi ensuite observer la réaction, l'influence de l'action qu'on a faite, de nouveau dessiner et de nouveau agir. Il y a vraiment un cycle continuel. Et encore une fois, ça a commencé donc par les études de Roland Gustafsson, dont vous voyez les dessins ici, qui est retourné étudier un même morceau de forêt pendant plus de 40 ans, qui a redessiné ce même bout de forêt pendant plus de 40 ans. Donc il y a un vrai savoir sur l'évolution d'arbres qui vivent ensemble en communauté forestière. Et c'est un peu l'idée de base, c'est que les choses évoluent. Donc on fait un projet une première fois, et puis après, il faut se dire c'est vivant, donc ça change. Donc si on veut le comprendre, si on veut l'intégrer dans les projets qu'on fait, il faut l'intégrer dans le long terme, l'observer dans le long terme, et aussi observer ce que font les interactions à ce que l'on observe. Donc si on veut une collaboration avec la nature, une co-création avec la nature, eh bien c'est quelque chose qui doit nécessairement se faire en continuité. On ne peut pas juste faire un projet une fois et s'arrêter. Chacun des projets doit impliquer la possibilité d'être continué dans le temps en fonction de l'évolution, l'adaptation, l'intégration des éléments naturels. Alors, quelques exemples ici, mais donc comme j'ai peu de temps, je vais passer peut-être rapidement. Mais par exemple, ce que vous voyez en bas ici, alors ça c'était des actions par des artistes pour créer des espaces à l'intérieur de la forêt. Ici, c'était un aménagement à cause d'une réaction. Donc, il y avait eu une coupe de bois comme on fait naturellement dans une forêt. Donc, il y a des éclaircissements. Suite à l'éclaircissement, il y a eu des rejets. Et le jardinier forestier responsable de cet endroit a décidé d'y emménager, enfin de travailler sur les rejets pour créer un endroit qui était devenu vraiment magique, que vous voyez ici. Et un autre exemple que je voulais mentionner, c'est la manière d'aménager les chemins. Donc ici, c'était des plantations forestières, donc au début des petits plants. Alors plutôt que de dessiner les forêts auparavant, on a laissé pousser la végétation, et après une quinzaine d'années, en 12-15 ans, on a commencé à réfléchir comment le parcourir pour en rendre l'expérience la plus vivante possible, la plus riche possible. Et donc les chemins ont été tracés dans quelque chose, c'était vraiment creusé dans la végétation. Et donc l'expérience est tout à fait différente que si on a un chemin avec la végétation qui a été plantée à côté. Alors ici, un des projets qui se déroule à Aarhus, c'est un projet de recherche, je le mentionnerai un peu plus tard, mais peut-être d'ailleurs je vais en parler un peu plus tard. Mais juste, vous voyez ici, c'est une recherche qui se développe sur le site, mais qui a aussi une forme. Donc c'est pas juste une question de plantation, c'est vraiment une question aussi de dessin de forme. Et donc là, vous voyez les deux un peu sur ce plan. Donc vous voyez les formes mises en place pour créer différentes parcelles dans lesquelles on va étudier différentes choses. Et voici l'évolution du site, mais j'en reparlerai tout à l'heure parce que je veux dire quelques mots sur la recherche. Alors l'enseignement, ces lieux sont utilisés pour l'enseignement de multiples manières. D'abord, encore une fois, la première chose, observer, dessiner. Et les étudiants à ANARP, donc ceux qui participent à certains ateliers qui sont impliqués dans ce projet, commencent l'année en allant dessiner sur un site à l'intérieur du laboratoire du paysage. Mais ils le font en même temps, ils le font en lien avec ce qui a été dessiné par les étudiants d'avant. Et ça, c'est une chose qui me semble vraiment importante. C'est qu'encore une fois, chacun découvre, mais cette découverte fait suite à ce qui a été fait par les générations d'étudiants précédentes. Et comme on est en train de montrer quelque chose qui évolue dans le temps et dans de long terme, c'est bien d'avoir conscience du fait que c'est à chaque fois quelque chose qui participe pas seulement à une aventure végétale, mais à une histoire humaine qui se déroule sur de nombreuses années. Et je n'en suis. Alors, je vais passer rapidement juste des actions sur les étudiants et des actions de construction.
également avec seulement ce qui se trouve sur place. Alors voici quelques exemples à Aarhus d'interaction avec des artistes. Donc je vous disais, l'important c'est une œuvre artistique mais mise en lien avec une observation très fine du lieu. Des interventions des étudiants, alors ici des petits bâtiments mais aussi liés à l'observation du lieu, du travail aussi sur la végétation elle-même, ici la création d'une clairière, mais en vue d'expérience, et donc en vue de cette expérience que j'ai mentionnée tout à l'heure, où en fait c'est lié aussi au développement de la ville. Il y a des zones aussi de sorte de terrain vague où la ville va continuer à se développer, et donc pour essayer, ou parfois pas des terrains vagues, mais des zones agricoles, ou enfin avec un terrain riche, et donc l'expérience ici, c'est de prendre ce terrain qui va disparaître, donc ce terreau qui va disparaître parce que la ville va s'y construire, l'installer dans le laboratoire de Eskelund, en proposant différents types de mélanges de terre pour voir ce qui prendrait bien, et puis regarder, donc de le faire passer d'ici à là, qui est un de ces cercles ici, et de voir, selon les différents types de matériaux qui ont été utilisés pour baser ces apports, comment est-ce que cette végétation peut être le mieux sauvegardée tout en étant transportée. Et pour finir, alors c'est ma dernière diapositive, c'est qu'encore une fois je vous disais que c'est des exemples qui ont commencé parce qu'il y avait un lieu spécifique où c'était possible de mettre un projet en cours, et puis il y a eu des réseaux, donc un arbre qui a créé des enfants, comme je vous disais, et aujourd'hui Eskelund fait partie d'un réseau de laboratoires de paysage, alors c'est tout récent, ça fait 1 mois que ça existe, avec des sites très divers dans différents pays d'Europe, vous le voyez sur la carte ici, dont le but est de, grâce à cet argent européen, d'essayer de développer des programmes de recherche autour des différentes questions posées par ces laboratoires de paysage. Donc c'est le lien entre la spécificité des lieux et quelque chose que l'on peut comprendre globalement à partir d'une question globale. Et c'est quelque chose que l'on voit dans la recherche par ailleurs. Il y a d'autres formes de recherche qui commencent à se mettre en réseau. Par exemple, les réseaux zones ateliers pour étudier l'écologie, les socio-écosystèmes. Et puis, un réseau d'observation de la zone critique, OSCAR aussi. Donc, c'est vraiment un mouvement de recherche actuellement sur comment poser des questions très spécifiques sur des sites spécifiques, mais essayer de les comprendre et de les analyser dans un contexte plus large. Voilà, merci. Et désolé, j'ai débordé. Peut-être juste, je voulais vous dire aussi, donc il y a des livres qui ont été publiés sur Anna, pas sur Eskelund, bien qu'il y a quelques pages sur Eskelund dans ses ouvrages, mais je les ai ici si vous désirez les feuilleter plus tard. Voilà. Donc merci aux 3 intervenants de cette première thématique. On vous propose de faire une petite pause de 15 minutes à la pyramide, mais Aline Barley va vous en dire un peu plus.